Bonsoir et bienvenue à notre magazine d'une heure du débat. Actu 60, bienvenue chez vous. Merci de nous avoir reçus sans invitation. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous deux fils du pays. Il s'agit du pasteur Serge Taboko. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Maître Trésor Likonza. Maître Trésor, bonsoir. Bonsoir. Avec mes invités, nous allons essayer un peu de parler sur cette question du prolongement de l'embargo contre la RDC. Il y a eu plusieurs pays européens occidentaux qui ont refusé, qui n'ont pas soutenu la RDC face à cette situation. Et puis nous allons parler aussi par rapport au discours du chef de l'État, analyser sur cette question, comment est-ce que mes invités ont reçu le discours du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Trésor Likonza, je commence avec vous. Quelle analyse faites-vous par rapport au discours du chef de l'État? Bon, je crois que le chef de l'État a réaffirmé la position du pays face à la situation qui prévaut dans l'Est. Quelques jours passés, la voix de la RDC a été entendue à travers une position du Conseil des ministres, suivie de la position également du Conseil supérieur de la défense, que le M23 constitue un mouvement terroriste plutôt qu'un simple mouvement insurrectionnel ou un simple groupe armé. Et puis le Conseil supérieur de la défense avait demandé au gouvernement de suspendre certains accords avec le Rwanda. Ça veut dire que pour la RDC, le Rwanda, comme pays ami, voisin, n'est pas de bonne foi, n'est pas un voisin crédible, un voisin pacifique, un voisin en qui on peut croire. Et le discours du président de la République n'a pas changé. Il s'inscrit dans la même logique, mais également il a ouvert la porte à tous les autres pays, à toute la communauté internationale, dans le sens de faire pression sur le Rwanda, de réunir toutes les forces autour de l'armée congolaise pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Jusqu'à preuve du contraire, moi je considère que le président de la République, Félix Tshisekedi, est déterminé à mettre fin à cette situation d'insécurité qui n'a que trop duré. Parce que ça ne date pas de son arrivée. Il a hérité de cette situation, mais aujourd'hui, il vient de prendre un engagement de restaurer la quiétude, de restaurer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Maître Likonza, s'il vous plaît, je suis toujours avec vous. Lorsque le chef de l'État cite le Rwanda nommément, surtout en disant que le Rwanda ne fera pas partie des forces de l'ordre qui viendra au secours ici dans notre pays. Il a pointé cette fois-ci du doigt au Rwanda. N'est-ce pas qu'il est sorti de son silence un peu en retard? Non. Il s'est réveillé du sommeil, s'il faut le dire, en retard. Non, mais lorsque cela circulait sur les réseaux sociaux un peu partout, le président, à une occasion, avait dit que si le Rwanda veut la paix totale, il en aura. Et si le Rwanda veut la guerre totale, il en aura également. Ce n'est pas qu'il s'est déclaré en retard, non. Il a déjà dit qu'il est prêt à tout. Il est là pour la paix, mais si vous voulez la guerre, il est aussi là pour ça. Mais il y a toujours des préalables. Mais il y a eu des moments passés où le chef de l'État lui-même niait, il disait que non, le Rwanda n'était pas derrière cette situation. Mais aujourd'hui, il reconnaît quand même. Il s'est réveillé en retard, non? Vous savez que le Rwanda, c'est un pays à part entière, comme la RDC. On ne peut pas déclarer des choses sur un pays souverain si on n'a pas
une preuve tangible. Si on n'a pas bien vérifié la situation, c'est vrai, sur le terrain, ceux qui sont dans l'est du pays, dans la partie est du pays, pouvaient bien voir que des Rwandais, des militaires rwandais, entraient au pays pour s'aimer la terreur. Ce n'était pas suffisant. Le gouvernement a toujours des voies officielles pour vérifier les allégations. Et il fallait prendre du temps pour vérifier, pour lier les allégations du terrain, les allégations qui se dégageaient au sein de la population, à la réalité en face. Et la réalité nous a prouvé que c'était vrai. Parce que lors des dernières incursions du mouvement terroriste M23, on a pu mettre la main sur des militaires rwandais, sur les sols congolais. C'est une preuve tangible. Même si, sur le plan diplomatique, il faut encore ouvrir des enquêtes, faire vérifier cela par des voies exigées, mais nous savons que ces militaires étaient des Rwandais. Et c'est ainsi que lors de la première rencontre... Mais le porte-parole du gouvernement avait nié. Non, avant, c'était avant. C'était avant l'arrestation, la capture de ces deux militaires rwandais. Je vous rappelle, lorsqu'on a capturé les deux éléments rwandais, le porte-parole du gouvernement avait nié. Non, mais pourquoi le même porte-parole du gouvernement a fait le compte rendu du Conseil des ministres pour dire qu'on vient de déclarer les M23 mouvement terroriste? C'est le même porte-parole du gouvernement, ça veut dire qu'il reconnaît et il est d'accord que ces militaires-là sont des Rwandais, les deux militaires. Et c'est ainsi que, lors de la première rencontre devant le président angolais, le président Kagame avait demandé qu'on libère les deux. Je crois que c'est le président angolais qui avait demandé au président Félix de libérer les deux militaires rwandais, de les laisser retourner au Rwanda. Et le président Félix, comme il n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda, il ne provoque pas les Rwandais, il ne provoque pas un autre pays voisin, il veut vivre en paix avec tous les pays limitrophes, a accepté de laisser... Il veut vivre en paix ou il s'est fait pour un naïf? Non, écoutez, madame, la RDC n'a pas attaqué les Rwandais. Et les Congolais n'ont pas besoin d'attaquer les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui attaquent les Congolais sous couvert du mouvement terroriste M23. Nous, Congolais, nous sommes en train de nous défendre. Nous usons de ce qu'on appelle légitime défense. Et j'ai suivi même le discours du président Kagame. Il reproche notre président d'avoir dit qu'effectivement le Rwanda ne fera pas partie des forces régionales, que ce n'était pas pour lui une victoire. Il fallait que le président Félix attende jusqu'à la résolution de la crise. Mais moi je pense que la demande du président congolais était que le Rwanda ne fasse pas partie de cette force régionale. Merci. Si cette demande a trouvé une réponse satisfaisante, c'est une victoire. Merci beaucoup. Mais pour le président Kagame, la victoire, c'est autre chose. C'est son droit. Mais pour nous, Congolais, c'est déjà une victoire parce que le Rwanda n'est pas là. Mais si je peux glisser un mot rapidement, ce que nous pouvons faire par rapport à ça, c'est de veiller à ce que, lorsque cette force régionale viendra, que le Rwanda ne puisse pas glisser ses émissaires, ses infiltrés dans d'autres armées qui viendront faire partie de cette force régionale. Parce que le Rwanda est prêt à tout. Merci beaucoup. Il peut envoyer ses militaires d'une manière ou d'une autre et entrer dans d'autres armées. Merci. Soit de l'Ouganda ou du Burundi, je ne sais pas moi. Serge Taboko, je suis avec vous. Vous avez suivi votre co-débatteur. Je vous pose la même question. Vous aviez suivi le discours du chef de l'État. Comment analysez-vous ces propos? Merci beaucoup.
Merci madame pour la question. Sincèrement, je suis mal à l'aise et je connais Maître, c'est un homme très intelligent. Bon, je ne sais pas au Congo, comme on a toujours, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Il faut soutenir, il faut défendre peut-être même l'indéfendable. Je vois comment Maître est en train de chercher des mots, de vocabulaire pour agencer ses propos. D'abord, par rapport au discours du chef de l'État, c'était une déception pour la majorité des Congolais. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 points saillants que les Congolais attendaient de son président. Le premier point, c'est la question de l'insécurité de l'Est que vous venez de brosser là-dessus. Le deuxième point, c'était nous parler, pas s'il est dans l'exécutif, nous donner un peu l'idée, même si pas chiffré, mais nous parler un peu sur les moyens que le gouvernement a disposés à la CENI, parce que je crois dans quelques temps ici, on doit aller aux élections. C'est un impératif. Il n'a pas parlé de ça. En dehors de ça, les Congolais venaient d'être victimes ici d'un détournement, je ne sais pas, on ne peut pas parler d'un détournement, d'une escroquerie à ciel ouvert. On nous a piqué de l'argent ici par cette histoire, fameuse histoire de non, les rames, si on appelait ça quoi? Le RAM. Où on poissonnait l'argent dans les téléphones là. En dehors de ça, le dernier point, je crois, c'est le procès 100 jours. Mais, ce que moi j'ai suivi, comme je venais de dire, c'est une déception. Il a focalisé son discours sur le problème de l'Est, bien sûr, mais il a donné des propositions. Il dit l'armée est là, va se battre, mais ce qui est important, c'est la diplomatie. Il fait confiance, comme mon co-débatteur venait de dire, à cette structure-là, la communauté des États de l'Est qui vont venir nous sécuriser ou sécuriser les Congolais. Je vais rapidement dire aux Congolais qui nous suivent et que au mois de, je crois, en 2000, il y a eu la guerre de 6 jours. Ce n'était pas les Lokele entre les Topoké, mais c'était l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sur les sols congolais. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des victimes. Les Congolais sont morts. Leurs crimes, ce n'est pas ceux qui sont congolais. Et dans cette structure-là que vous attendez venir au Congo pour sauver la RDC, l'armée ougandaise est là. Et même la justice, le tribunal international avait condamné l'Ouganda pour dédommager notre pays. Malheureusement, même le pays que l'Ouganda avait accepté, je crois si c'est 300, puis c'était à la hauteur de 10 milliards, mais l'Ouganda avait accepté, je crois 300 milliards, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien touché. Mais on impose aux Congolais d'attendre les Rwandais, des bourreaux, des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Quand je vous parle là, l'armée burundaise est sous les sols congolais. Comme nous parlons là, l'armée ougandaise est sous les sols congolais. Les Kenyans sont sous les sols congolais via la MONUSCO. Même Soudan du Sud, un pays là, vraiment ça fait rire. C'est quoi ça? Et mon autre pays. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Bon, d'abord, avant d'abord de continuer mon propos, dans les 9 pays frontaliers, est-ce qu'il y a que des Rwandais, des Ougandais, des Burundais pour donner la paix dans ces pays? Kagame est tenté de se manquer des Congolais. Comment madame, quelqu'un qui a tué ton papa, qui a tué tes parents, et vous pouvez encore l'appeler pour venir donner la solution? Est-ce que réellement nous sommes est-ce que réellement... Bon, je peux d'utiliser même d'autres mots, et puis c'est vraiment ça tape les nerfs. Madame, nous avons des hommes dans ces pays qui ont été formés depuis la Deuxième République. Mais ça a été fait à dessein, depuis le départ de Mobutu, de désarticuler notre armée. De désarticuler notre armée par les politiciens. Quand ils sont dans leurs négociations là-bas, on leur présente des listes. Prenez Bosco Taganda. Ici, c'est un sergent. Là-bas, il va devenir général. Mais respect.
Bosco, Laurent Kunda. Ici, c'était caporal, sergent. Là, il va devenir général. Mais respect. C'est comme ça se passe. Mais Kagame est en train de faire ce qu'on appelle la guerre par procuration. Je crois, si c'est la semaine passée, Kagame a dit, les problèmes, c'est ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais-congolo. C'est entre eux les Congolais. Mais vous venez de suivre encore Kagame ici dire, il est inacceptable, pourquoi le gouvernement congolais qualifie les M23 comme des terroristes. Mais les M23, selon Kagame, ce sont des Congolais, ce sont nos compatriotes. Mais nous-mêmes, les compatriotes congolais, nous considérons que nos compatriotes sont des terroristes, comme au Mali, partout. Ce sont des terroristes. Mais ça lui dérange pourquoi? Pourquoi ça dérange Kagame? Est-ce que nous sommes ce que je vois ici dans la télévision, ici qu'on appelle les Kizengi ou quoi? C'est-à-dire Kagame, à chaque instant, à chaque moment, chaque année, il organise des rebelles. Il prend quelques caporaux rwandais, rebelles terroristes, mouvement rebelle rwandais. Bon, on considère les Rwandais parce que ce sont des militaires rwandais. Il va prendre quelques compatriotes congolais, naïfs. On ne peut pas aussi les considérer naïfs. Pourquoi? Parce que si le plan interne, le système est verrouillé, le système est fermé, c'est-à-dire pour devenir député ici, il n'y a pas la chance. On vous voit, il y a un groupe de gens qui vous disent, nous on sera au pouvoir jusqu'à ce que Jésus va revenir. C'est-à-dire on ne donne pas la chance à tout Congolais d'assumer ou d'exercer le pouvoir. Alors ceux qui sont faibles, madame, ils sont sous les bottes de Kagame, ils sont sous les bottes de Museveni, ils sont sous les bottes des pays frontaliers qui nous manipulent pour venir tuer nos propres compatriotes. Pasteur, et les chefs de l'État maintenant. Je vous relance, pasteur, mais est-ce que vous de l'opposition, pour une fois, acceptez quand même la bonne volonté du chef de l'État? Il a quand même pointé du doigt au Rwanda en reconnaissant que c'est le Rwanda qui nous agresse, et puis en excluant les forces armées rwandaises d'intervenir dans cette situation. Madame, avec beaucoup de respect, vous croyez que quand les choses de l'État disent que bon, j'accepte les Rwandais se faire participer dans cette structure, alors ça passe comme ça? Et le président Kenya va accepter, Museveni va accepter. D'abord, c'est pourquoi j'ai voulu d'abord terminer la première partie et rebondir quand même par rapport à ce que Maître vient de dire ici. Ça m'a mis mal à l'aise. Vous imaginez, ils sont dans cette structure-là qu'on appelle ça communauté des États de l'Est là. Ceux qui ont les droits de veto, comme on parle, on voit au niveau du Conseil de sécurité, c'est Kagame, c'est Museveni. Le président kenyan, même celui de Soudan là ou de Tanzanie, ils n'ont pas la capacité de regarder Kagame et Museveni en face et dire quelque chose. Ce sont eux qui pilotent cette organisation. Mais aujourd'hui, comme nous parlons là, une partie de notre territoire est occupée par des étrangers. Les militaires là, le M23, est passé par où? Est passé par l'Ouganda. Vous n'avez pas suivi le fils de Museveni est en train de se moquer de nous. Ah bon, avec toutes les preuves comme ça, vous cherchez encore quoi? Je voulais dire aux Congolais, la vérité, elle est où? La vérité, c'est que les Congolais, à part les élections de 60, les premières élections que nous avons eues au pays, dans ces pays, où Lumumba avait eu la majorité, et quand vous regardez la lettre que Lumumba a adressée à sa femme, la lutte a été bradée, la lutte a été sacrifiée. Depuis ces premières élections-là jusqu'à aujourd'hui, comme cela est inscrit dans notre exposé motif de notre constitution, les Congolais ne veulent pas passer ou soit respecter l'article 5 de la constitution qui stipule que la légitimité, le pouvoir et l'émanation de la population. C'est-à-dire ils arrivent dans la gestion du pays par leur stratégie comme l'autre là, Chadar a dit. Au Congo, si vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la CENI, vous avez les élections. Ils arrivent et vous avez vu les élections de 2006, les élections de 2011, les élections de 2018. La conséquence, c'est quoi? Il faut chercher des lobbying. Et Kagame et Museveni et les autres ont compris que les gens qui sont là-bas n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le poids sur les épaules, il faut les manipuler. Alors il faut chercher les partenaires. Dans ces pays, les gens prennent même l'argent. Il faut des lobbying. Aux États-Unis, il faut des lobbying pour qu'ils soient maintenus comme responsables dans ces pays. Au lieu de chercher cette responsabilité, cette légitimité sur le plan interne. Voilà le nez du problème. Alors, la réponse c'est quoi? Papa Kagame, qu'est-ce que tu veux? Oh non, je vais d'abord Kagame, si vous le donnez même là, bon, je ne sais pas. Puis aujourd'hui, il y a des accords.
l'Union sacrée, à travers les chefs de l'État, ont signé des accords sur la raffinerie de matières premières. Mais ce n'est pas suffisant pour Kagame. Pour Kagame, il a un esprit hégémonique. Kagame veut contrôler le Congo comme Léopold a fait. Léopold n'a jamais foulé ses pieds ici, mais il a dirigé le Congo en Belgique. Kagame veut contrôler le Congo, veut contrôler l'institution, veut contrôler l'économie. Parce qu'il a compris qu'en face, il n'y a rien. Selon vous, donc, tout ce que notre président est en train de faire, toutes les démarches qu'il est en train de faire, il n'y aura pas ici. Parce que Kagame, comme notre aîné, je le salue, Franck Djong avait dit, on ne peut pas faire organiser, célébrer un mariage entre les ténèbres et la lumière. On ne peut pas coaliser ou cohabiter la démocratie et la dictature. Kagame est arrivé au pouvoir par les sangs. Il a été aidé par l'autre là qui Museveni. Museveni aussi est arrivé au pouvoir par les sangs. Il a marché sur les cadavres de leurs propres frères pour arriver au pouvoir. Et vous avez lutté pendant plus de 30 ans à l'opposition pour arriver au pouvoir. Même si nous ne voulons pas aller dans ce qui était passé en 2018. Mais votre allié, comment les choses d'État l'appellent, son frère c'est Kagame. Maintenant l'ennemi c'est Fayoulou. Selon vous, l'ennemi c'est ceux qui ont combattu ensemble avec lui et son père à l'opposition hier. Pasteur Serge, selon vous, qu'est-ce que vous avez voulu que le chef de l'État dise à ce discours-là? Je sais que par rapport, je venais de dire tantôt, nous avons des hommes qui ont été bien formés, mais l'armée ce n'est pas les hommes. L'armée, hormis les hommes, c'est l'organisation, c'est les moyens. Maintenant, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a désarticulé notre armée à travers nous-mêmes. C'est pourquoi moi j'avais pris même la décision, l'engagement de ne plus parler sur l'infiltration. Parce que l'infiltration c'est quelque chose qui vient à votre ici. Merci. Et je vous en prie. Mais lorsque vous donnez la liste des gens, nommer ces gens-là sont devenus des généraux, des colonels, des officiers. Ce n'est pas l'infiltration. Donc, Kagame a réussi son coup depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. L'issue pour le chef de l'État, c'est de retourner sur le plan interne. L'enjeu, laisse-moi dire ça en face, la vérité c'est ça. On peut tourner tout autour du pot, la vérité c'est que l'enjeu c'est Fayoulou. Entre Fayoulou et Félix, il n'y a pas un écart de 1 million de compatriotes qui ont voté. Vous comprenez? Appelez ton frère, parce qu'il y a aussi des millions de Congolais qui ont voté Fayoulou, qui ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Mettons-y ensemble. Donc, c'est ce qui va donner à notre frère Félix la force. Je donne toujours, je termine par là, madame, je donne toujours cet exemple. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Les Palestiniens sont toujours menacés par les Israéliens. Mais l'autorité palestinienne n'a pas l'armée puissante comme l'Israël. Mais l'autorité a le peuple derrière lui. Vous avez vu, pendant les marches, comment la population était prête d'entrer même au Rwanda. Donc c'est ce que nous attendons. Merci. Mais toutes les stratégies là, même quand ils vont aller là-bas, la solution c'est quoi? Accepter que l'M23 entre dans nos forces armées, et après il y aura un autre groupe rebelle qui va se naître, et c'est un cycle interminable. Merci beaucoup. Maître Likonza, nous entamons le second sujet, mais n'empêche que vous puissiez rebondir ou encore réagir par rapport aux propos de votre co-débatteur. Parlons de l'embargo. Aujourd'hui, il y a prolongation de l'embargo. On a cru que, malgré les balais diplomatiques que faisait le chef de l'État, cette diplomatie agissante et vantée est nulle et sans effet. Bien, merci madame. Je crois que, je salue mon vieux Martin Fayoulou. Je l'aime bien. Moi, je ne suis pas là pour faire le jeu de ping-pong. Nous sommes en train d'analyser les différentes situations du pays. Mais j'aimerais remonter un peu à 2019, le jour de l'investiture de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je suivais à la télé. Et ce jour-là, j'étais très étonné de le suivre en train de plébisciter Martin Fayoulou comme un grand soldat du peuple dans son discours d'investiture. Martin Fayoulou, les grands soldats du peuple. Mais en diplomatie, même en politique, moi je considérais que c'était là
déjà une main tendue du président Félix à son frère Martin Fayoulou. Il lui avait déjà tendu la main parce qu'un président de la République citait son adversaire politique dans les discours d'investiture, ce n'est pas donné à tout le monde. Et depuis, mon vieux Martin Fayoulou a rejeté cela. Il s'était lancé dans son combat des vérités des urnes. Bon, nous attendons les résultats de ces combats, parce que jusqu'à présent, apparemment, c'est déjà fini. Bon, le dossier est clos, mais les résultats n'est pas divulgué. Bon, il est libre de cacher ça. Mais moi, je voyais que c'était déjà une façon de l'inviter. Mon frère, venez, on va travailler ensemble. Même si vous n'allez pas travailler avec moi, mais j'aurai besoin de vos idées. Et bon, je ne sais pas s'il a refusé ou s'il est en train encore de réfléchir, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Bon, j'ai entendu parler de ce que tout le monde parle souvent, procès 100 jours. Apparemment, on voudrait faire allusion à l'acquittement de Vital Kamerhe, si je pense bien. Mais oui, l'acquittement là, c'est conforme à la loi. C'est conforme à la loi. En tant que juriste, non seulement juriste, mais je suis auteur du livre Procès Kamerhe et l'obscurantisme judiciaire. J'ai analysé les jugements du tribunal de grande instance, j'ai analysé l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt qui a été annulé. Je maîtrise bien ces dossiers. On n'y est pas d'aujourd'hui. Donc, j'ai voulu simplement apporter une précision. Si on veut parler des 100 jours, 100 jours, ce n'est pas seulement les maisons préfabriquées. Ça, on doit vraiment comprendre. Le procès de Kamerhe, ce n'est pas 100 jours. C'est uniquement pour les maisons préfabriquées. Et il est acquitté en bonne et due forme. Mais voilà. Et puis, pour peut-être entamer le deuxième point par rapport à l'embargo, je vais dire rapidement que la Bible nous dit que lorsque vous avez un problème avec votre frère, allez vers lui. S'il n'écoute pas, cherchez un autre frère et allez encore vers lui. Mais la RDC est un pays S'il laïque, n'écoute pas, cherchez deux autres. Nous sommes un pays laïque. Et après, vous allez... oui, pays La laïque. Bible, c'est pour les chrétiens. Mais je ne pense Tout pas... le monde n'est pas mais chrétien. ici, je ne peux pas lancer des colibets à mon co-débatteur, mais vous l'avez présenté comme pasteur. Effectivement, il est pasteur. Et je respecte, ok, sa croyance, sa conviction. S'il est pasteur, je suppose qu'il est chrétien. C'est ainsi que j'ai parlé de la Bible. Allez-y. Voilà. Et il est censé connaître cela plus que moi. Donc on ne peut pas interdire au président, notre président Félix Tshisekedi, d'aller vers Kagame, son homologue, et d'aller vers d'autres présidents. Si Kagame n'a pas écouté, le président Félix peut aller vers le président Sassou, il peut aller vers le président angolais, il peut aller vers d'autres présidents. Ce n'est pas interdit. Si vous avez besoin de régler un différend avec votre frère et que vous évitez de l'écouter, de lui parler, donc vous n'allez pas régler ça. Vous allez mener toutes les démarches sans lui et ça ne va pas aboutir. Répondez à ma question. L'embargo, ça aussi, il faut bien préciser les choses. On vient de reconduire l'embargo. Mais quelle était la demande de la RDC? Mais est-ce qu'il y avait vraiment l'embargo selon ce que nous entendons dire chaque jour? L'embargo, quand on l'avait pris, le Conseil de sécurité visait à sauver ce qu'on avait appelé l'accord global et inclusif. Donc nous sommes là à l'époque de Sun City. Parce que ceux qui étaient là-bas comme belligérants étaient pour la plupart des chefs rebelles. Mais après l'accord global et inclusif, il fallait mettre les garde-fous pour que la même situation ne se répète pas. C'est ainsi qu'on avait pris l'embargo sur les armes pour les groupes armés. Qu'on ne pouvait pas alimenter les groupes armés. Pour
éviter de connaître l'échec de l'accord global et inclusif. Au départ, l'embargo concernait et les groupes armés et le gouvernement congolais. Là, nous étions, je ne sais pas si en 2003, si je me rappelle bien, arrivé en... Parce qu'il y a eu d'autres examens sur cet embargo, mais arrivé en 2008, on avait ajusté l'embargo. Ça ne concernait plus le gouvernement. C'était seulement pour les groupes armés. Donc, on pouvait envoyer les armes, ok, et le matériel connexe, l'assistance technique au gouvernement congolais, sans problème. Maître. Mais en 2008, attendez, on avait simplement créé un mécanisme de notification. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer, si vous voulez envoyer les armes à destination du gouvernement congolais, en faveur du gouvernement congolais, il fallait notifier les comités de sanctions, que le Conseil de sécurité soit informé préalablement que nous voulons envoyer telles armes au gouvernement congolais. Ma question. Alors, maintenant, n'est-ce oui. pas que cette diplomatie est vouée à l'échec? Non. La diplomatie non. tant vantée. C'est une réussite. C'est une réussite. On n'est pas soutenu. Mais laissez-moi. Ni les Américains, non plus le Français, la Belgique. Mais laissez-moi continuer. L'embargo dont on parle maintenant, au reconduit. Qu'est-ce qu'on a reconduit? On a reconduit dans le même format de 2008. Cela veut dire que aujourd'hui, la RDC peut recommander les armes. On peut commander les armes. Et on peut envoyer les armes. Mais le problème, c'est au niveau du mécanisme de notification. C'est cette notification-là qui crée un problème. Parce qu'il faut que le Conseil de sécurité soit préalablement informé. Et l'information, ça a une tendance à donner peut-être au Conseil de sécurité le pouvoir d'examiner la question et même d'accepter ou de refuser. C'est là qu'il y a un souci. Mais on a essayé d'écarter, d'énumérer certaines armes uniquement pour des besoins humanitaires, pour la protection, mais d'autres armes doivent être soumises à la notification avant qu'elles soient envoyées. J'ai dit que c'est une réussite. J'ai répondu, je fous la question comment vous avez posé si la diplomatie c'est une réussite ou un échec. J'ai dit que c'est une réussite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas changé. L'embargo qui a été déjà ajusté en 2008, c'est le même embargo. On n'est pas soutenu par la Belgique, on n'est pas soutenu par les Américains, non plus par les Français, cependant que le balai diplomatique a été par-ci, par-là. La victoire ne se mesurait pas par les soutiens des autres États. Ce n'était pas ça. Merci. Mais le souci de la RDC était que le Conseil de sécurité lève ces mécanismes de notification pour laisser les cours libres. Et que si on a besoin d'armes, qu'on n'informe pas au Conseil de sécurité. Merci. Que les armes viennent directement. C'était ça la raison d'être de ce qu'on a fait aujourd'hui comme reconduction d'embargo. Alors maintenant, quand on parle, on dit qu'on a interdit au gouvernement congolais. On n'a pas interdit. Merci. On a reconduit le même embargo dans le format de 2008. Pasteur Serge, je suis avec vous. C'est toujours la même question. La prolongation de l'embargo. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Qu'allons-nous faire maintenant, Pasteur Serge? Bon, laisse-moi aussi rebondir par rapport à ce qui venait, Maître vient de dire ici. Lui, il a traité les dossiers comme juriste, il a écrit même un livre ici, le procès de Kamere. Ce n'est pas le sujet du jour, je vous en prie. Les Congolais n'ont pas un problème particulier avec Kamere. Mais il y a des dispositions, je crois, si je ne m'abuse pas, l'article 90 de la Constitution 90 et 91 de la Constitution, qui parle des responsabilités du gouvernement qui est censé de piloter un programme. Mais on donne ce programme-là, lui, les juristes, quand il va prendre la parole, on a donné le programme-là à Kamere, tant que qui? Des directeurs du cabinet. Et il va gérer ça. L'argent n'a pas été détourné. Bon, si l'argent n'a pas été détourné, bon, pourquoi on a fait des procès? Si l'argent n'a pas été détourné.
Maintenant, le projet, si le programme, c'était de 100 jours. 100 jours, je ne sais pas si je ne suis pas intelligent, c'est 3 mois et demi. Bon, où sont les maisons préfabriquées? On a conçu la route bypass ici, même la route Bokassa. On n'a pas refait ça? On n'a pas repris ça? Bon, si quelque chose était bien, on avait bien fait. Et maintenant, pourquoi on a repris? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à reprocher. Selon lui, le tout est bien. Et notre pays, mes frères. Vous avez vu ici, je ne sais pas quand il va prendre la parole, un conseil qui dit que dans un chantier de maquette, $1 million, partagez ça dans un hôtel ici, dans un pays sérieux. Bilomba. Et les fameux Messerassi Jamal, il a transféré dans son pays plus de 10 milliards. Répondez à ma question, s'il vous plaît. C'est le sujet du jour. Pourquoi on peut soutenir un autre élément? Il dit, le président Félix est venu, il a trouvé le problème de l'insécurité, il a trouvé la guerre, tout ça. Vraiment, vous êtes sûrs, et les Congolais qui nous suivent, que les problèmes qui se passent à l'Est, les gens qui meurent à l'Est est là. Mais M. Félix a compris ça quand il est devenu président de la République. Mais reconnaissez quand même que c'est une question qu'il a héritée. Mais hériter signifie quoi? Nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité de la chose publique. Quand M. Félix est allé là-bas devant la chaîne internationale dire que moi je suis venu si j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas freiner dans le passé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne savait pas. Quand on a tué les gens là-bas au Kassai, il y a des propos dans les réseaux sociaux. Et quand vous vérifiez, M. Félix, qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Il était opposant. Tout ce qui se passe là-bas, c'est Kabila. Il va venir comme un pyromane. C'est lui qui a occasionné ça. Est-ce qu'on a vu Kabila avec l'arme aller là-bas? Donc, laissons cette histoire. Même quand il était là avec Iboké, tuer les autres là, à l'étranger là-bas, il tapait les gens là-bas. Parce qu'il battait pour l'intérêt du pays. Il était contre. Même papa nous a dit ici de nous amener Kabila. Ligoté, il va donner un prix. Laissez ces histoires-là. Et venir aujourd'hui qu'il a trouvé ça, il n'a pas compris. Non, laissez ces histoires-là. Il savait tout ce qui... Il était au courant de tout. Maintenant, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'essentiel pour eux, j'ai suivi même... On partage le même plateau avec eux. Nous, on n'a pas envoyé, on a trouvé ces généraux-là. Même les jours où il a essayé de faire un peu quelques ménages là dans l'armée. Les diplomates américains, qu'est-ce qu'il a dit? Mais les autres sont là. Quand ils parlent, mais il y a combien de rapports qui sont là? On a cité ces gens-là, qui sont en train de vendre des armes, et ainsi de suite. Mais ils travaillent avec. C'est vraiment déplorable pour notre pays. Alors, par rapport, imaginez madame, je crois que vous venez de parler avec lui. Je vous ai dit ici, tout au début de l'émission, c'est un homme intelligent. Mais prendre le poids de soutenir l'union sacrée, il faut avoir des nerfs. Il faut avoir des nerfs. Vous comprenez? Un pays agressé. Lui, il dit, comme les autres là, on n'a pas l'embargo. Mais madame, quand on dit avant d'entrer dans un supermarché, il faut avoir l'autorisation chez moi. Est-ce que tu es libre d'entrer? Si vous allez maintenant sur le plan sémantique, embargo signifie quoi? C'est pas l'empêchement? Bon, si on a enlevé l'embargo, mais pourquoi on ne nous autorise pas? Les Rwandais là qui nous tirent là, à travers ces groupes armés. Est-ce qu'il y a des conditionnalités pour que le Rwanda, avant d'acheter les armes, il faut aller d'abord demander l'autorisation préalable auprès du Conseil de sécurité? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un leadership faible. On ne nous considère pas. Vous venez de danser ici pour les petits-fils de Léopold II ici. Oh, le Congo est maintenant à la portée du monde. Vraiment, le roi va mener la voie de la RDC. Nous sommes maintenant connus la face du monde. On est connus la face du monde parce que le petit-fils du roi est venu. Mais déjà, la conférence de Berlin 1984-85, le Congo était déjà connu de la communauté internationale. Léopold qui maîtrisait le Congo n'a jamais foulé les pas ici. Donc vous pensez que pour connaître le Congo, il faut recevoir le petit-fils de Léopold? Ou il faut appeler Claude Van Damme ou bien John Cena de venir donner lui un passeport diplomatique. À ce moment-là, le Congo sera reconnu. Ces gens-là ne savent pas tout ce qui se passe ici. Notre nez entre nous ici. Je crois que nous sommes l'autre là qui? Alinguet est allé là-bas aux États-Unis d'Amérique. Oh, guerre, on regarde ça un peu de loin là-bas. Venez, il y a rien au Congo. Est-ce que les gens là sont venus? Vous croyez qu'ils n'ont pas des ambassades? Ils ne sont pas informés. D'abord, ces gens-là sont mieux informés que nous-mêmes. Ils sont mieux informés que nous-mêmes. Qu'allons-nous faire? Donc, le problème ici, c'est qu'on a un problème. D'abord, on nous a promis même des armes ici chez nos compatriotes arabes ici. On nous empêche de recevoir ça. Même les Égyptiens ici, je crois, ils nous ont promis, non, on ne veut pas. C'est-à-dire, leurs alliés là, les Français, les Belges, tout ça, ils sont contre qu'on puisse avoir des armes. Vous comprenez?
Parce que ils ont une position. La position, pour ces gens-là, la France et les autres là, ils ont ce qu'on appelle dans la mondialisation des multinationales. Les multinationales, ils ont un veto, un droit de veto dans ces pays-là. Tu peux être aujourd'hui candidat président de la République en France, quand vous n'êtes pas encore dans la boîte, tu peux imaginer, moi quand j'arrive là-bas, il faut démocratiser en Afrique et tout ça. Mais quand vous serez aux affaires, il y a ces gens-là qui vont venir. Vous voyez, nous on pompe le pétrole là-bas, dans tel pays. Nous on pompe là-bas, nous on récupère là-bas. Si telle société existe, c'est grâce aux matières premières qui sont là-bas. Messieurs, laissez-nous avec vos histoires. D'abord, les gens qui meurent là-bas, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Belges. Nous avons besoin de matières premières pour alimenter les téléphones et tout ça. Quand ils arrivent là-bas, après ils vont dire, bon, ces problèmes d'abord c'est entre eux, nous on va donner que des conseils. C'est-à-dire, il y a des multinationaux qui bénéficient de tout ce qui se passe à l'Est là-bas. Ils achètent nos matières premières à vil prix dans d'autres pays là, même sur le plan interne. Vous avez, je crois, vous êtes une grande journaliste, vous avez suivi les rapports, je crois, de FMI. Ils vont continuer à coopérer avec notre pays. Mais le problème, c'est qu'ils cherchent, ils veulent savoir si la traçabilité dans le secteur minier, là, c'est flou. C'est même les paix qui nous restent là. C'est flou. Les paix, là, c'est flou. Vous avez suivi Albert Youma. Albert Youma qui passe à la télévision pour dire que nous avions bradé nos minéraux. Qui a mis une arme sur la tête d'Albert Youma? Et le rapport du GEF vous dit, de 2012 à 2020, c'est plus de 35 et 36 milliards bradés. Les Américains là que nous considérons comme des sorciers, ils ont sanctionné Konenanga, ils ont sanctionné l'Angleterre, mais nous-mêmes, Konenanga est en train de sanctionner ici. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes les responsables. Tout ce qui se passe dans notre pays, comme je vous parle là, madame, c'était pour chuter. Vous savez que j'ai suivi la structure de Sinamed. Les 6, ils vont aller en grève. Les enseignants, je venais de suivre chez vos confrères là-bas. Dans d'autres provinces, ils ont refusé d'organiser même l'examen de Tenafek. Et ils ont dit, si on ne réglait pas la situation, même l'examen d'État, ils ne vont pas. C'est-à-dire, les gens sont en train de donner le coup. Ils donnent le coup à Nyongo. Mais chaque jour, on passe à la télévision, à la radio, on dit, vraiment, il y a la mbélie financière, vraiment, Kabila a laissé le budget de 3 milliards, maintenant nous sommes dans les 10 milliards. Mais l'argent, là, la mbélie, là, est-ce qu'on ne peut pas donner les médecins? On ne peut pas donner les enseignants? On ne peut pas donner... Bon, l'argent, là, ça part où? Merci, pasteur. Donc, ça fait mal. Ce qui se passe dans notre pays, si notre compatriote Félix Tshisekedi ne regarde pas, il ne rentre pas dans ces propos qu'il a utilisés à triomphal. À triomphal, je répète ça chaque jour. Notre compatriote Félix a dit, je vais terminer quelque chose qu'il a dit là de problème de l'église là. Ici, c'est pas ça. Quand Félix est allé à la campagne, pendant la campagne, quand il a présenté son programme, son projet pour qu'il soit accepté président de la République, ce n'était pas pour devenir pasteur. C'était pour devenir un chef de l'État. Et à raison internationale, entre-temps, il n'y a pas de problème d'aller prêcher la parole de Dieu là-bas. Et pour votre information, mon frère compatriote, Kagame, c'est un chrétien. Il prie à l'église adventiste. D'abord, ses enfants, même lui-même, ses enfants chantent dans une grande chorale. Merci, pasteur. Vous avez Donc, le problème de l'État, c'est le problème des rapports de force. On a un problème de leadership. Le leadership est faible. Donc, Félix va retourner sur le plan interne. Il va rattraper ses propos de triomphal. Si nous chassons ce régime ici, on va se mettre ensemble et faire des réformes consensuelles. Je termine par là. Parce qu'il a évoqué, il a dit, il a tendu la main à Fayoulou. Oh, mon frère, tout le monde, tous les Congolais savent. On sait comment les choses ont été déroulées. Le ministre des Affaires étrangères français vous a dit, ce qui vient de se passer au Congo, d'abord, c'était une insulte. C'est un arrangement africain. Merci. Vous comprenez? Merci. Comment on pouvait appeler Fayoulou de venir prendre cette main? Fayoulou ne cherche pas un poste. Merci. Ne cherche pas de devenir Premier ministre. Lui, il cherche des réformes. Vous avez divisé même l'église. Merci, pasteur. Aujourd'hui, l'église, je vous en prie, l'église catholique, l'église protestante, avec nous, les Nzambinzambe là. Vous avez vu, le samedi passé là, merci. Ils étaient au stade là. Ils ont fait un piaka. Tout ça, c'est le régime ici. Merci. Cherchez d'abord la cohésion sur le plan interne. On sera fort. Et on pouvait faire face. Et quand on aura des institutions crédibles, on aura la justice distributive, on aura des climats des affaires éclairés. À ce moment-là, les étrangers, les opérateurs économiques qui viendront investir dans ces pays. Et même les étrangers vont nous respecter. Maître Likonza, oui, madame. Tous les éléments constitutifs de l'agression sont réunis. Maintenant, là, il y a prolongation de l'embargo, quand même vous le refutez. Quel doit être le comportement de la RDC? J'insiste, madame. L'embargo concerne les groupes armés et non les gouvernements congolais.
le seul souci qu'il y a dans cet embargo, parce qu'on en parle, pour le gouvernement congolais, c'est seulement les mécanismes de notification. Donc l'embargo ne pèse pas sur le gouvernement congolais. Mais seulement si on veut envoyer les armes, si le gouvernement congolais sollicite par exemple les armes en Russie, il y a les types d'armes. À cette résolution-là, il y a une annexe qui répertorie les armes soumises à une notification. Avant d'envoyer ces armes, il faut notifier au conseil, au comité des sanctions. Comment l'M23 c'est seulement sur ces points-là que le gouvernement congolais éprouve, je peux dire, des difficultés. Donc, cette notification n'a plus sa raison d'être parce que l'embargo qui pèse sur les groupes armés ne donne pas des résultats probants. Pourquoi? Vous voyez maintenant, le Rwanda, qui n'est pas sous l'embargo, est en train d'alimenter les groupes armés. Mais le M23 ne peut pas acquérir les armes officiellement. C'est par le trichement des pays qui ne sont pas sous embargo, comme le Rwanda qui est bien identifié aujourd'hui. Mais si le Rwanda laisse ces mouvements terroristes, vous verrez que le M23 sera en difficulté d'avoir les armes. Ou même si l'Ouganda aussi est derrière, si tous ces pays-là laissent le M23, on va résoudre ces problèmes dans quelques minutes. Vous voyez? Donc, c'est seulement cette difficulté-là qui énerve les Congolais peut-être. Mais on ne peut pas dire que l'embargo pèse sur le gouvernement congolais. Non. Il y a seulement les mécanismes de notification qui fait défaut, qui nous énerve peut-être. Et c'est ce que le Conseil de sécurité n'a pas pu faire pour nous aider. Et si les 10 pays qui ont voté contre notre demande n'ont pas voulu qu'on lève ce mécanisme de notification, cela ne peut pas nous décourager. Nous ne pouvons pas les insulter. Nous ne pouvons pas dire que la Belgique est contre nous. Non. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas parler en termes d'électeurs parce que quand on est là pour voter, on voit les résultats du vote. On ne voit pas qui a voté pour qui. Même mon vieux Martin Fayulu ne peut pas me dire aujourd'hui que M. X avait voté pour moi. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas identifier un électeur qui est à Iboko, par exemple. Dire que M. T et M. X à Iboko avaient voté pour moi. Il peut seulement parler en termes de voix. J'avais des milliards de voix. Mais il est allé à la Cour constitutionnelle. Personne ne l'avait envoyé là-bas. Il est allé là-bas avec tout ce qu'il avait comme résultat des votes. Nous connaissons les résultats du procès. Et moi, je viens de publier notre livre sur les exploits en droit judiciaire congolais. J'ai analysé cet arrêt. L'arrêt sur l'élection de Martin Fayulu. L'arrêt basé sur quoi? Basé les Je résultats ne peux pas dire ça, le livre est en vente partout. Si vous achetez les résultats ne sont pas au site de la CENI. Les résultats ne sont pas à la Cour constitutionnelle. Alors l'arrêt c'était basé sur quoi? Pour vous aider, je ne vais pas faire le jeu de ping-pong. Quand on saisit le juge par requête, oui, on doit annexer tout à la requête. Annexer tout ce qu'on a comme élément de preuve. Annexer quoi? Voilà. Pasteur. Voilà. C'est ça que mon vieux Martin Fayulu n'avait pas fait. S'il avait tout ça, il fallait annexer. Ça, c'est déjà un élément qui avait fait défaut avant d'aller dans d'autres éléments. Donc, bon, ce n'est pas la question du jour, mais moi, je pense qu'au stade actuel, nous devons soutenir le président de la République. Je ne suis pas ici pour parler de l'union sacrée, parce que je ne suis pas de l'union sacrée. Et je ne suis pas de l'opposition. Mais je sais que quand on remonte pour dire que, bon, parce qu'on l'a cité, Albert Yuma a parlé des minerais bradés de 2012 à 2020, mais dans ces parcours-là, il y a eu un président de la République, il y a eu un premier ministre, il y a eu des ministres. Et je pense même que, bon, son beau-fils est ministre
dans l'actuel gouvernement, je ne le cite pas, mais il doit être Vous parlez- parmi les leaders de la aussitôt. Mouka. Non, Allez-y. je ne cite pas les noms des gens. Il était Premier ministre. Si Albert Youm a fait tout ça, je crois que chacun doit porter sa charge. La Bible le dit aussi. Chacun doit porter sa charge. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous attaquer de l'actuel président. Nous devons l'aider parce que la situation qui est dans l'Est du pays, je l'avais dit autrefois, que les Congolais qui meurent là-bas ne sont pas seulement militants de la Mouka ou du PPRD, des IFCC ou des Maître, Unions Sacrées. s'il vous plaît. Il s'agit des Congolais. Maître, lorsque vous dites que non, nous devons aider le chef de l'État, je me pose la question. Quelle est la politique alors par rapport à la sécurité, la politique du chef de l'État en matière de la sécurité pour notre pays, en venant au pouvoir? Bon, je ne Il suis n'avait pas une politique Je précise. ne suis pas censé, ou bien je n'ai pas les droits de dire que voici la politique du président de la République en matière de sécurité. Mais à voir les choses, à voir son comportement, je crois qu'il donne l'impression de vouloir régler les différends par des voies pacifiques, à travers le dialogue, la médiation, hein? Parce que, pour ne pas peut-être remonter à l'époque de la conférence nationale souveraine, nous, Congolais, nous sommes habitués à parler en face. Quand on a un problème, on s'est réunis. Même, bon, j'ai déjà parlé de l'accord global et inclusif, c'était aussi un dialogue. À l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, là, c'était d'ailleurs une vie pour lui, de parler. Il y a eu plusieurs fois des dialogues. Nous ne pouvons pas refuser ça au président Félix Tshisekedi. Et c'est ce que nous demandons également au président Kagame, qui nous suit, je sais qu'il nous suit. Mais c'est le président Paul Kagame. Comme vous nous suivez là, veuillez réunir les Rwandais qui sont au pays et qui sont sur le sol congolais. Invitez tout le monde au Rwanda. Organisez une sorte de conférence nationale rwandaise. Dialoguez entre vous Rwandais. Parce que les problèmes, même s'il dit que les problèmes là c'est congolais, non, c'est faux. Quel était le rôle de la RDC dans le génocide rwandais? C'était un problème entre Rwandais. Ils se sont massacrés entre eux. Et certains Rwandais se sont retrouvés sur le sol congolais. Et si, comme j'ai entendu ici, que le président Kagame, hein, comme il a profité du sang de ses frères pour accéder au pouvoir, si tel était vraiment le cas, on suppose qu'il aurait peur peut-être des Rwandais qui sont sur le sol congolais, qu'ils retournent peut-être au Rwanda, il a peur qu'ils viennent là pour peut-être les déstabiliser. Non, c'est pas ça la raison. Ils sont des Rwandais, ils doivent retourner au Rwanda, mais que le président Kagame organise un dialogue. Je pense que comme le président Félix est invité par le président angolais, il sera en face du président Kagame, il peut imposer ça. Merci. Nous pouvons aider le président Kagame dans ce sens-là. La RDC peut aider le Rwanda à résoudre son problème. Parce que les enfants et les petits-enfants des génocidaires ne sont pas coupables. Ils ne peuvent pas être coupables. Parce que le président Kagame a peur que ces gens-là, ces Rwandais-là, s'ils retournent au Rwanda, ils doivent venger. Mais eux n'étaient pas des génocidaires, ils étaient des petits-enfants. Merci beaucoup. Ils fuyaient. Leurs parents sont morts. Merci. Sont décédés. Pasteur Serge. Alors, notre péché, c'est d'avoir accueilli les réfugiés rwandais. Merci beaucoup. Pasteur Serge, je vous repose la même question. Les éléments constitutifs de l'agression sont tous réunis. Quel doit être le comportement de la RDC? La réponse, elle est simple, madame. Je venais de dire tantôt, ça dit retourner sur le plan interne. Ce qui est vrai. Vous avez suivi, je crois, sur le micro de vos confrères
de Top Congo, Christian Osakweno, le chef de l'État, a dit on m'a menti, même si 25 000 hommes, c'est 10 000. Si le chef de l'État, lui, le chef de l'État, on lui donne même des faux chiffres. Vous savez ce qui se passe dans notre pays? On peut vous dire, par exemple, un régiment, c'est 12 000 hommes. Mais l'arrêté sur le terrain, c'est 300 000 hommes, et c'est 300 hommes. Et l'argent qui sort là-bas, ça retourne dans les poches de ceux qui sont ici. Je crois que vous avez suivi mais les rapports de la commission de défense au niveau de l'Assemblée. Si c'est en 4 millions, je crois, si c'est Trinquel qui est parti, à l'Est pour les opérations, 68 millions elles sont restées ici. Donc, c'est-à-dire, le problème est profond. Et M. Félix, il savait. Même quand ils sont partis à Genève là-bas, ils savaient tous. Cette histoire ici, c'est que le fait est en train de parler ça avec beaucoup de légèreté. Les Congolais savaient, en 2006, Ibemba avait les militaires derrière lui. Il n'a pas pu changer le système qui était mis en place. Parce que les profiteurs sont nombreux. Hormis ces pays-là qui nous agressent, il y a des multinationales et ainsi de suite. Mais ce que nous voyons, c'est le Rwanda, Ouganda et les autres. Et c'est qu'avec son aura international, on a confisqué son pouvoir. Frère, mon frère, regardez-moi en face. Vous êtes sûr et certain que notre frère Félix lui-même avec Kabou et Kabound pouvait renverser la machine qui était en face. Donc laissez ces débats-là. Problème privé. Je ne sens plus mon frère, laissez ces débats-là. Problème personnel. Même quand Koné a commencé à publier, je cite Jacquemin Chaban. On n'a même pas encore commencé à faire le recomptage. Il a eu les résultats là où Chaban, qui était chargé la commission électorale de l'UDPS. Ce qui était demandé ou ce qui était obligé, c'était de publier les résultats bureau par bureau. La machine à voter allait juste nous aider pour imprimer les résultats. Quand on a eu ces résultats où jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont pas au niveau du site de la CENI. De laisser ces débats-là, de nous amener vos débats de juristes, il faut amener des preuves. Quelles preuves? Il faut que la CENI puisse se présenter d'abord des données, donner une partie au cours d'appel, une autre partie à la cour constitutionnelle. Et quand les victimes vont venir, ils vont dire, moi j'ai gagné autant. Alors la cour constitutionnelle ou la cour d'appel va dire, voilà les résultats que moi j'ai, et présenter les votes, on fait la confrontation. On ne peut pas demander à Martin Fayou et amener des résultats. Quels résultats? Laissons ces débats-là, laissez votre histoire de livre là. Tout le monde sait ce qui était passé dans ces pays. Monsengo, vous ne pensez pas que tu es plus intelligent que Monsengo, tu es plus intelligent qu'Ambongo. Laissez ces débats-là. Vous avez menti, mon vieux Martin Fayou, alors. Et laissez ces histoires-là, mon frère. Donc, la solution, elle est simple. Rentrez sur le plan interne. Mettons-nous ensemble. Oh, la paix en face, c'est quoi? Et ils veulent tricher. Ils veulent conserver le pouvoir à tout prix. Ils pensent que si on organise des choses de la manière transparente... Profitez aussi pour votre mot de la fin directement. C'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. Donc ça sera en l'air de faveur. Il faut faire comme Kabila faisait. Vous n'avez pas suivi notre nez, Théophile Mbemba. Dans ce pays-ci, lui, les juristes. Théophile Mbemba, il n'est pas mort, il est vivant. Je suis allé à la cour constitutionnelle avec toutes les preuves. La cour constitutionnelle m'a dit, ça c'est Théophile Mbemba. Mais c'est Théophile Mbemba qui a gagné. Mais malheureusement, nous on n'a rien à faire. Il faut voir Kimbuta et Obé Minak. Je cite Théophile Mbemba. Et lui va me parler des problèmes de la justice. Quelle justice? On avait écarté Daniel Saf, on avait écarté les autres là. Ils sont rentrés comme ça. Concluez. Comment? Vous comprenez? Laissez ce débat-là, mon frère. Concluez. Il faut aimer le pays. Donc, la solution pour notre compatriote, parce que c'est lui qui est aujourd'hui le président de la République. Toutes les décisions que Mouzé avait prises à l'époque, nous sommes en train de payer les prix aujourd'hui. Tous les accords que Kabila a signés avec CNDPM 23, les victimes, ce sont des Congolais. Malgré lui, il a eu la chance de passer par purgatoire avec l'union sacrée. Là, si tu as des péchés, on te pardonne. C'est pourquoi aujourd'hui Kabila est devenu comme Ouer à l'époque, dans les années 2000 et quelques. Partout où il passe là, il est à produit. À cause de ces gens ici. Parce qu'ils n'ont pas l'état de finir dans les passés. Donc, nous aimons notre frère de se mettre ensemble, organiser les élections de la manière transparente. On vient de faire des élections ici, je termine par là. On vient d'organiser les élections ici, à Zambie. Ce ne sont pas des anges, parce que je ne vais pas citer la France. On a organisé les élections ici, à Madagascar. Le président élu,
que le président qui était en place, il a perdu. Même en Zambie, le président qui était en place a perdu. Merci. Est-ce que ça ne peut pas se passer? Les jours où les Congolais vont organiser des bonnes élections et que les perdants vont féliciter les gagnants, c'est les jours-là qu'on va commencer à parler du développement de ces pays. C'est les jours-là qu'on aura les institutions fortes, crédibles. C'est les jours-là que les investisseurs viendront dans ces pays. Mais les cas contraires, ils vont toujours marcher avec des billets verts, aller chercher des lobbies. Kagame continuera toujours à nous narguer. Merci. Nos compatriotes continueront toujours à mourir. Et on n'aura pas la paix. Merci beaucoup. Dans ces pays. Maître Likoza, vous allez devoir conclure votre mot de la fin face à cette situation. Veuillez conclure. Bon, nous sommes non loin de la gare centrale. Je crois que l'immeuble inachevé Raken, resté là. Ce n'est pas sous le Premier ministre Ilokamba, ni sous le Premier ministre Sama Lukonde, ni sous le président Félix Tshisekedi. Eh bien, je pense que chacun doit porter sa charge. Bon, si on n'a pas voté en faveur de la RDC, moi je pense que tous ces pays-là sont seulement sages. Ils ne veulent pas montrer au Rwanda que la RDC a peur. C'est pourquoi on lui a accordé la possibilité d'acquérir facilement les armes. Mais avec ce que nous avons, le Rwanda est toujours tenu en échec. Même sous cet embargo, même si on n'a pas levé la notification, le Rwanda est toujours tenu en échec. Le Rwanda ne vous fait pas la guerre classique. Si le Rwanda veut vous faire la guerre classique, il va vous détruire. Laissez ces débats-là. Il fait la guerre par procuration. Jamais le président Kagame était aussi agité comme actuellement. Nous étions ici avec l'ancien président, parce qu'on l'a cité, vedette, Raïs était là. Mais Kagame n'a jamais été agité comme actuellement. Merci beaucoup. Il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Je ne suis ni de l'IDPS, ni de l'Union sacrée, ni d'un parti politique, mais je soutiens le président de la République parce que ces problèmes nous concernent tous. Merci. On va les soutenir quoi. Excusez-moi, pour votre information, Mouzito n'était pas Premier ministre en 2012. Les rapports, c'est de 2012 à 2020. En 2012, c'est pas mon Mouzito problème. n'était pas Son beau-fils est ministre. Son beau-fils. On parle des rapports de 2012. Le mari a sa propre fille. Cette émission, nous vous rappelons que nous recevions pour vous Maître Likonza, Trésor, il est analyste politique indépendant, le pasteur Serge, il est de l'opposition. Avec eux, nous avons parlé sur cette question de la prolongation de l'embargo contre la RDC et puis sur le discours du chef de l'État. Mes invités ont essayé un peu de décortiquer le discours du chef de l'État. Merci de votre attention soutenue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.